Et donc on libère. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints aujourd'hui. À commencer par peut-être, je vais me permettre de te présenter. Alors moi c'est Nicolas, mais Elodie qui va nous présenter cette étude sur laquelle elle a beaucoup travaillé et qui est consultante. Tu m'arrêtes si je me trompe, qui est consultante en stratégie commerciale ou stratégie d'attaque d'un marché avec des Exactement. dirigeants pour essayer de comprendre comment on segmente, comment on avance, comment on structure notamment toute la partie prospection. Et ce qui est chouette, c'est que donc on va vous présenter ces statistiques-là, essayer d'en tirer quelques conclusions, voilà. Et ça reprend. Et les slides aussi, ça sert à rien de cliquer pour l'instant, il n'y a pas de slide, on les met après. Et enfin, qu'est-ce que je voulais. Oui, surtout ce qui est très important, puisqu'on va faire 30 minutes, le format qu'on a l'habitude de faire, c'est on fait. En France, qui sont ces décideurs finalement les plus sollicités? Quand faut-il les attaquer? Mais aussi et surtout comment approcher ces décideurs qui nous intéressent. Ça, c'est une réelle problématique qu'on va essayer finalement de disloquer, essayer de réfléchir ensemble à la manière dont on essaye d'attaquer ce marché et d'attaquer ces décideurs. Et puis tu as regardé aussi les évolutions, puisque ça fait quasiment, ça fait Exactement. un peu plus, enfin ça fait 3 ans, un peu plus de 24 mois qu'on fait, c'est la troisième étude qu'on fait. Ouais, tout à Au fait. début, on était sur 500 000 Mhm. demandes de rendez-vous, ensuite 1,5 million, 3 millions, et d'essayer de voir l'évolution. C'est ça qui est intéressant, de voir comment ça évolue, quoi. Exactement. Donc, bien évidemment, toute la data qu'on va vous présenter, toutes ces données, ces chiffres, ne sortent pas de notre chapeau, mais voilà, d'une source dont on va vous en parler un petit peu plus en détail par Ah, la suite. ouais, rapidement, parce qu'il y avait un élément un peu d'ensemble sur lequel on voulait revenir. C'est vrai qu'on introduit souvent avec ça, mais de comprendre justement pourquoi la prospection, c'est vraiment le point de douleur dans beaucoup d'entreprises. La plupart des chefs d'entreprise à qui on parle, ben, en fait, souvent, ils ont planté 2 fois, 3 fois, 4 fois ces dernières années un plan de prospection. Pourquoi c'est si difficile de le réussir? Et pourquoi les commerciaux souffrent dans leur chair de la prospection? Enfin, en tout cas, je peux parler pour moi. Moi, je suis toujours très admiratif parce que effectivement, notamment le premier graphe qu'on souhaitait vous montrer, c'est le temps passé par les commerciaux à la prospection. Alors, c'est plutôt le temps d'un prospecteur. Quand je fais une journée de prospection, comment ça se découpe? On voit qu'il y a une petite partie, c'est effectivement le sourcing des prospects qui je vais attaquer, je filtre, etc. On a 20%, c'est du rendez-vous physique ou téléphonique Mhm. pour qualifier. Et on a cette horrible bout de camembert vert. C'est les 2 tiers servent à la prise de contact. Alors généralement, c'est de l'email, du téléphone. Je vais dans les salons pour parler avec quelqu'un, ça peut être ça aussi. Je fais du social, j'envoie des emails sur LinkedIn, etc. Donc c'est très très lourd dans la journée du commercial. Et le deuxième graphique qui est pourquoi c'est si difficile de faire de la prise de contact. Ça, ces chiffres, viennent pas de chez nous non plus. C'est le nombre de tentatives qu'il faut pour arriver à joindre un décideur. Elle est bien verticale cette courbe, hein. Mhm. On voit bien 2010, il fallait 4,7 tentatives pour arriver à joindre un décideur. 2018, 9 tentatives, c'est presque 2 fois plus dur. Et donc, tous les gens qui vous diront mais non, Jean-Philippe, t'inquiète pas, moi je faisais de la prospection il y a 15 ans. C'était très facile, vas-y et du courage. Il faut quand même leur rappeler que c'est 2 fois plus dur en 8 ans. Voilà. Donc, et les commerciaux s'arrêtent En général, 3 tentatives, à grand max. grand maximum. Grand max, parce qu'effectivement c'est douloureux. On pense toujours que le prochain prospect sera plus facile à attraper. Voilà. Et bien justement, peut-être que c'est le moment de faire le petit passage sur le d'où viennent les données. Ouais. Hein. Alors, donc on vous le disait à l'instant, ces données en fait elles proviennent de notre plateforme, qui est une plateforme de prospection. Brièvement, pour vous expliquer un petit peu de quoi on parle, il s'agit d'une plateforme de prospection qui va du ciblage via de la micro-segmentation jusqu'à la génération de rendez-vous via de l'automatisation des relances commerciales. Donc c'est du téléphone, de l'email, Exactement. etc. Le D'accord. multicanal, c'est ce qui fonctionne très bien aujourd'hui. Voilà.
À titre informatif, aujourd'hui, on a 10 000 commerciaux de tête qui utilisent cette plateforme en France, il me semble. Sur la France, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, voilà. Et cette plateforme est utilisée sur l'ensemble du territoire européen. Donc, ça nous permet en fait d'avoir vraiment une tendance, d'analyser une tendance, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche bien. Voilà. Voilà. Bah, ce qui est intéressant, voilà, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, ils couvrent à peu près tous les secteurs B2B. On va voir qu'ils attaquent non pas 2 millions de décideurs, mais 300 000 décideurs. L'année dernière, on était à 260 000. Exactement. Je voulais venir là-dessus. Et donc, c'est relativement exhaustif. Il y a tous les métiers. Il y a aussi bien des gens dans le software, il y a des gens dans l'imprimerie, il y a des gens dans tous les types de métiers. C'est assez bien représenté. On va voir d'ailleurs avec ce type de stats. Donc, on a quand même une bonne couverture. Ouais. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que on est capable de savoir qui est prospecté et évidemment comment il réagit. Et donc de savoir notamment par fonction. Hein, il y a gros travail de savoir quelle fonction. Et le premier camembert qu'on voulait présenter, c'est qui ces 300 000 décideurs en France. Donc comme le nombre de décideurs augmente pas beaucoup, on pense que des gens qui ont des chéquiers, il n'y en a pas 2 millions en France. Donc on est probablement pas loin de l'exhaustivité. Je sais pas, il y a peut-être 300-400 000 décideurs en France. Et donc les personnes qui sont les plus attaquées, moi ça m'a surpris effectivement quand tu as fait ce graphe, c'est d'abord le marketing. L'année dernière c'était vraiment les PDG, très fort, et on a vu une baisse effectivement les PDG, les DG sont moins prospectés, les directions générales. Donc aujourd'hui c'est le marketing, les managers de business unit, les PDG, les DSI, les DRH, les DAF, et on va voir toutes les autres fonctions, tu nous présenteras ça tout à l'heure. Voilà. Et donc, ça semblait intéressant. Sur la partie sectorielle des personnes, des sociétés qui sont attaquées, ça bouge pas. C'est à peu près représentatif de l'INSEE, les entreprises. Juste un petit point là qui n'est pas sur les graphes, c'est que environ un tiers prospectent des entreprises de moins de 500 salariés et les deux tiers des entreprises de plus de 500 salariés. Exactement. Voilà. C'est pas très fin, on pourrait aller plus en finesse, mais voilà, ça nous donne quand même un point de vue. Ok. Et bien justement, on voit qu'il y a beaucoup d'autres fonctions. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu voulais nous montrer? L'évolution. Voilà. Donc là, en fait, le principe de ce graphe, c'est d'étudier sur 3 ans, donc de 2016 à 2018, comment évolue finalement la prospection, c'est-à-dire quels sont les profils les plus attaqués, comment ça fonctionne, comment ça évolue dans le temps. Alors bizarrement, on se rend compte, par exemple, si on prend l'exemple des DRH et des DSI, qui étaient pas mal prospectés en 2017, on se rend compte qu'au fil des ans, cette tendance décroît. Et pourtant, c'est plutôt dommage en fait, parce que ces décideurs-là nous font peur, parce qu'ils sont décisionnaires, ils sont porteurs la décision, c'est eux qui la prennent. Alors, c'est peut-être aussi le témoignage à la fois de baisse de budget. Ouais, c'est ça. On sait que les DSI, effectivement, ont perdu en capacité budgétaire, notamment face au marketing, qui se tient bien. Exactement. Et alors toutes ces autres fonctions, et tout alors d'un coup, c'est là que c'est vraiment intéressant et que ce graphe est parlant finalement. On se rend compte que les autres fonctions sont beaucoup plus prospectées qu'auparavant. Je pense notamment aux responsables de transformation digitale. Tout ce type de corps de métier finalement. Les responsables de la sécurité, des systèmes d'information, les responsables e-commerce, traffic manager. On a des gens qui commencent à avoir des budgets aussi. Ouais, voilà. C'est ça. Donc en fait, on va essayer d'aller chercher de nouveaux segments, de nouvelles opportunités finalement. Donc ton challenge pour l'année prochaine, c'est d'aller resegmenter ces autres fonctions pour qu'on puisse avoir plus de visibilité là-dessus. C'est l'objectif. Ok. Très bien. Et justement, alors, sur les grandes fonctions, comment ça... Alors, parce que tous les décideurs ne répondent pas de la même manière, c'est quand même un point central. Et donc, on a fait ce split justement de comment les gens réagissent selon leurs fonctions. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de disparités. Donc là, on est surtout sur de la donnée des séquences et des séquences d'emails. Et de regarder qu'effectivement, alors si on prend juste le premier, direction marketing, c'est-à-dire qu'en moyenne, un ou une directrice marketing va ouvrir à 59% et répondre à 42%. On voit qu'il y a vraiment des différences. On voit que par exemple, le PDG, le DIRCO, ils ouvrent beaucoup sur leur portable aussi. Mais on voit qu'il y a beaucoup de disparités. Effectivement, la direction commerciale va facilement répondre aux prospecteurs
quand elle est démarchée, le PDG beaucoup moins. Et il y a un chiffre d'évolution justement, de se dire mais est-ce qu'il se détourne des grandes fonctions aussi parce que ça marche moins bien. Et en fait ce qu'on voit c'est que, alors peut-être parce qu'ils sont mal prospectés, c'est toujours difficile de tirer des conclusions, en tout cas sur toutes ces fonctions-là, on a vraiment un gain d'efficacité. Alors très fort notamment sur les PDG, très fort. Direction commerciale, ça n'a pas vraiment bougé. Les DAF qui étaient une population qui était un peu difficile à approcher, on voit qu'il y a vraiment une amélioration aujourd'hui de leur manière de réagir aux prospecteurs. Voilà. Donc voilà, est-ce que tu veux en tirer d'autres conclusions de manière générale? Alors oui, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que bizarrement, les commerciaux se détournent des grandes fonctions. Donc on en parlait, directeur marketing, etc., pour se diriger vers d'autres fonctions, peut-être moins représentatives. Et en fait, ce qui est peut-être dommage, c'est que de manière générale, on dit qu'il faut 8 à 12 tentatives pour joindre un décideur, c'est-à-dire de planifier un rendez-vous qualifié avec ce décideur. Et pour autant, en fait, ces 8 à 12 tentatives ne vont plus être concentrées sur le même métier, à savoir le directeur marketing, par exemple, qui nous intéresse. Mais en fait, on va se détourner pour aller chercher une autre fonction. Et là, ce qui est vraiment dommage, finalement, c'est qu'on ne concentre plus ses efforts sur notre cible principale, mais sur des cibles secondaires. Et pour autant, on va proposer le même message, le même contenu, la même offre, le même service. Et là, la difficulté, on en parlera par la suite, ce qui est intéressant, c'est de se concentrer vraiment sur le profil psychologique de la personne qu'on va venir adresser. Et plutôt que de retravailler son offre, de retravailler son contenu, eh bien, on dévie, on va aller chercher d'autres décideurs et c'est dommage. C'est humain? C'est humain, mais c'est dommage. Quand c'est un peu difficile, on essaie de taper à côté. L'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Oui, puis on teste des nouveaux segments, etc. Et c'est vrai que quand on développe une entreprise, il y a un moment où au contraire, il faut savoir concentrer ses efforts. Exactement. Je pense que c'est pour ça que tu as écrit cette phrase. Merci Elodie. Donc on a vu vraiment le qui est attaqué aujourd'hui et comment ça réagit. Et on va voir le quand est-ce qu'il faut prospecter. Ça, c'est toujours une question lambda, quand est-ce que j'attaque. Et le premier élément, c'est on va voir qu'effectivement, les commerciaux prospectent, surtout le lundi. Hein. C'est flagrant. Ouais, alors c'est en termes d'email. C'est vrai qu'on aurait pu mettre les données téléphone aussi, mais ça a toujours été ça. En fait, c'était déjà le cas dans les études précédentes. C'est le lundi, on a le courage, on y va et on attaque. Et puis, mais quand est-ce qu'il faudrait? Donc, on a créé un indice qu'on suit aussi sur les années, qui est la disponibilité des destinataires. C'est-à-dire, est-ce que effectivement, quand je leur écris ou quand je les appelle, est-ce qu'ils réagissent tout de suite? Est-ce que ça marche bien ou est-ce que j'arrive pas au bon moment? Parce qu'on sait que le lundi, il y a souvent, par exemple, si on attaque des DIRCO ou des PDG, il y a une réunion commerciale le lundi matin, il y a beaucoup de gens. Est-ce que c'est vraiment le meilleur jour? Alors, en termes de jour, l'indice, il est assez clair. En réalité, on nous dit tout le temps, faites le jeudi, faites le lundi, évitez le mercredi. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, ce qui fonctionne le mieux, là où les gens sont les décideurs sont les plus à même de nous répondre, ça va être plutôt le mardi, le mercredi et le vendredi. Voilà. Et maintenant, mardi, mercredi, vendredi, le matin, le soir? À quelle heure? On ne sait pas. Alors, découvrons ça. Ouais. Alors là, finalement, on va suivre un petit peu cette tendance, c'est-à-dire que on a une idée qui est parfois préconçue et on a tendance à se focus là-dessus. Et pour autant, alors si le graphe arrive, pardon, excuse-moi. Voilà. Et pour autant, voilà. Donc on se rend compte là, l'idée, si on se concentre un petit peu sur le graphe qui est en orange. On s'intéresse à la disponibilité des destinataires. Dans la journée. Dans la journée, c'est ça, de 8h à 22h. Et en fait, on va se rendre compte que ces destinataires qui sont finalement disponibles de 8h à midi et en gros de 14h à 18h, on se rend compte que ce n'est pas forcément les heures à laquelle ils sont le plus réceptifs aux messages qu'on va leur envoyer. Donc les deux courbes sont un petit peu contradictoires. Par exemple, on a tendance à penser qu'à partir de midi 14h, ça ne sert à rien de concentrer son effort de prospection, on aura peu de résultats. Et finalement, si on observe la courbe en bleu, on se rend compte qu'à cette heure-là, le décideur qu'on essaye de joindre est beaucoup plus réceptif au message qu'on va venir lui porter. Il est plus open.
Il est plus ouvert. Parce que la digestion, c'est terminé. C'est la lecture que j'en fais. Exactement. Non, mais alors après, quand même, hein, pour expliquer de manière un petit peu plus rationnelle ce graphe, souvent, on a peur du barrage standard, du barrage secrétaire, et on se dit que si on commence très tôt la journée de prospection, aux aurores, entre 6 et 8 heures, on va réussir à avoir le décideur. Pour autant, il va pas être réceptif. Mais on ne sera pas passé par la secrétaire qui nous bloque le passage à chaque fois, quoi. Donc en fait, c'est un petit peu un dilemme, quoi, hein. Il faut choisir. C'est pas évident. Non mais moi j'entends, ça fait 10 ans que j'entends ça. Si tu veux prospecter des décideurs, lève-toi tôt le matin, couche-toi tard le soir. L'adage est faux. Et statistiquement, tu nous démontres le contraire. Pour une prospection multicanal, préférez les fins de matinée des mardis, mercredis et vendredis. Alors... Donc on a vu le quand, voilà, et l'objet maintenant c'est de pouvoir rentrer dans le comment. Alors là aussi c'est l'art de l'écriture des messages. Des messages principalement parce que c'est vraiment ce qu'on peut analyser statistiquement. Alors on va commencer par, faut-il vraiment faire des objets courts? Parfois on va casser un peu des idées reçues. Oui, donc on a mis un petit un email, ce qui apparaît en haut à droite de votre écran. Là, on va parler de l'objet. Ensuite, on va parler de la preview. La preview, vous savez, c'est les 90 souvent premiers caractères qui s'affichent. Et quand vous lisez un email, votre cerveau, en une nanoseconde, même si le titre est un peu cryptique, etc., hop, il va passer à la preview, il va décider d'ouvrir ou pas ouvrir. Donc l'objet et la preview, on considère que c'est ce qui va influer sur le fait que le décideur décide d'ouvrir votre message. Et la deuxième partie qui est le corps du message, où là on va lui demander quelque chose, généralement un rendez-vous, mais ça peut être autre chose. On peut partager une étude, un case study ou n'importe quoi. Là ça va jouer vraiment sur le taux de réponse. Exactement. Donc statistiquement on ne joue pas toujours avec les mêmes chiffres. Faut-il faire vraiment des objets courts? Alors voilà à peu près ce qui est utilisé aujourd'hui. Donc les commerciaux utilisent entre 4 et 7 mots. Voilà. Et à part effectivement, on dit quand il y a 2 mots, ça marche vraiment mieux, mais enfin globalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que je peux écrire un message de 11 mots, j'ai 31% d'ouverture. J'utilise un message de 3 mots, j'ai 35% d'ouverture. Et super simple, il n'y a pas d'impact. Donc en fait, faites des objets courts, faites des objets longs, faites ce qui vous semble surtout bien, naturel, etc. Ok ? Et donc là, on est toujours sur l'objet. Quels ingrédients? Quels ingrédients dans l'objet? Alors, c'est vrai que... Voilà. Donc en fait, l'idée, ça va être finalement d'avoir un objet qui soit percutant. Et on a tendance à axer un petit peu market nos objets d'email. Et en fait, ça ne fonctionne pas forcément. Dans le sens où ce qui va primer sur l'ouverture d'un mail, ça va être le naturel. Qu'est-ce qui ressort naturel? Donc typiquement, là, ce qui saute aux yeux de manière quasi instantanée, personnellement, ça va être les caractères spéciaux. En fait, on se rend compte que plus on va user de caractères spéciaux, donc on va pas mettre 15 slash non plus dans l'objet, c'est pas l'idée, mais si on use d'un caractère spécifique, on se rend compte que le taux d'ouverture augmente de 11%. C'est également parlant quand on parle de la société dans l'objet du mail. Le nom de la société, c'est quelque chose qui fonctionne bien également. Le nom dans l'objet, ça marche bien. En revanche, on a tendance parfois à essayer d'user d'un petit... on est friendly, voilà, on essaye de placer le prénom de notre interlocuteur dans l'objet. Et en fait, alors là, ça chute totalement. On est à moins 14%. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le point d'interrogation ou le point d'exclamation. Oui. Qui dit, waouh, on veut marquer que ça ouvre. Mais en fait, ça fait tout de suite marketing. Et tu as raison de le relever parce que dans caractères spéciaux, on aurait tendance à penser que effectivement la ponctuation en fait partie, mais pas du tout, à ne pas confondre. Voilà. C'est vraiment, on a un truc dans le cerveau qui nous permet de différencier tout de suite ce qui est marketing de masse de ce qui est un message business qui n'a été écrit que pour nous. Exactement. Ok. À ce titre, puisque vous êtes plus de 1000 personnes, quelqu'un doit se souvenir, j'ai une question très personnelle, ça ne te dérange pas, je fais une petite parenthèse, 2 secondes. La photo qui est utilisée là, avec un dessert indien, on en parle beaucoup dans le film Lion et je ne suis pas allé rechercher, je me demandais quel était le nom. Ouais. Si quelqu'un a le nom de ce dessert, je veux bien que vous le mettiez dans les commentaires. Vraiment, ce serait très sympa. Bien, je ferme ma parenthèse, désolé. Alors... La preview. La preview, donc c'est 90 premiers caractères qu'on a. Est-ce qu'on commence, est-ce qu'on appelle les gens par leur prénom, par leur nom, etc.
Alors, voilà les chiffres qui sont sortis. Le prénom, moins 6%. On est encore sur l'influence sur le taux d'ouverture. Ok. Et là, effectivement, mettre du sel, c'est-à-dire vraiment des... Il faut que ça sente vraiment personnalisé. Voilà, donc on va utiliser le job, la société, etc. Dire bonjour, ça a l'air bête, mais ça marche toujours bien. C'est toujours plus 13% d'ouverture. Le monsieur, le madame, etc. Et les originalités de type Hey bro marchent très mal en fait. Voilà. Encore une fois, ça peut dépendre de votre persona. Si vous attaquez des directeurs, je sais pas, e-commerce de start-up qui ont levé des fonds, ça peut peut-être fonctionner. Moi, on n'est pas allé jusque-là. Ok, on avance. Alors, faut-il... On nous dit tout le temps, écrivez des mails super courts. Est-ce que c'est vrai? On nous dit souvent, écrivez des messages courts, cut, qui soient percutants, allez droit à l'essentiel d'entrée de jeu. Alors, en fait, là, d'après ce graphe, on se rend compte qu'en règle générale, les commerciaux vont inscrire dans leur message entre 400 et 1000 caractères. Alors voilà, ils essayent d'être courts. Et finalement... on se rend compte que ça a peu d'impact. Donc concrètement, pour que notre message soit percutant, je pense qu'il faut davantage user d'un message qui soit personnalisé, avec une réelle valeur ajoutée. La taille du mail a peu d'importance, donc ne vous focalisez pas sur ces questions. Si le storytelling est bon, les gens le lisent jusqu'au bout. C'est la morale de l'histoire. Ok, allez, on avance. Toujours sur ces stats. Vous aurez les slides si après vous voulez... vous amuser à aller plus loin. Les saveurs du corps du message. Je ne sais pas ce qu'il fume, mais il a l'air heureux. Alors, donc là, c'est l'impact sur les taux de réponse. Voilà. Donc le fait de renforcer avec la société, le fait de renforcer là avec le prénom, ça c'est souvent le « auriez-vous 10 minutes Nicolas », typiquement, ça renforce aussi le naturel. Le merci d'avance qui fonctionnait très bien les dernières, en fait, fonctionne moins. Et il ne faut pas hésiter évidemment à demander une conversation. Parce que quand on demande objectivement 5 minutes, c'est ça qu'on regarde en fait. Est-ce qu'on a demandé vraiment 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, etc. Et ben effectivement, ça marche mieux parce que les gens arrivent plus facilement à se projeter, je pense, tout simplement. Faut-il prendre tout on verra après, mais globalement, c'est super les stats sur justement est-ce que je dois mettre un prénom, un nom, etc. Mais il faut savoir l'oublier aussi, parce que ce qu'on voit à travers ces statistiques, c'est que le naturel, la courtoisie et l'empathie doivent primer sur la technique d'écriture. Et donc, c'est un peu le bon sens. Savoir écrire un message de prospection, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Je sais que c'est ce que tu fais aussi parfois avec l'équipe, c'est vraiment de savoir jouer sur... Nous, on a toujours cette approche-là, c'est à qui vous écrivez, quel est le persona, c'est-à-dire la typologie de cette personne, comment elle vit, à quoi elle pense, à quoi elle a envie. Limite profiler, j'ai envie de dire. Un peu, ouais, tout à fait. Et ensuite, c'est de comprendre les leviers psychologiques qu'on va utiliser. L'objectif, c'est d'avoir une réponse. L'objectif, c'est pas de vendre. Donc, avoir une réponse, ça veut dire comment on va créer de la curiosité, et ça veut dire comment on va essayer de lui ressembler, comment on va donner l'impression qu'on a de l'autorité, comment on va essayer peut-être de se montrer généreux, parce que la réciprocité, c'est un levier psychologique qui marche bien. Et comment on va créer de la rareté aussi, et que la personne se dise « Waouh, j'ai vraiment quelque chose à gagner à le recevoir, même si mon besoin est peut-être pas très clair, ou même si je comprends pas très bien leur offre. Et donc, on travaille avec de l'humain, et c'est toute la difficulté. Et donc, si on applique bêtement statistiquement, je pense que, alors aujourd'hui, il n'y a pas encore d'IA qui écrit ce type de message vraiment sur des séquences. On l'a dans des chatbots, des choses comme ça. Je pense que le challenge va être assez élevé, voilà, parce qu'on traite de l'humain. Bien, alors, on a traité donc le qui on attaque, quand on les attaque, comment on les attaque, et maintenant on va parler des relances. Et oui, donc c'est vrai que pour moi c'est un point très très important. Grande douleur. Grande douleur, parce que dans l'inconscient collectif, quand on va prospecter un décideur, on envoie un mail, éventuellement on passe un coup de fil, et si on n'a pas de réponse, on lâche l'affaire parce qu'on a peur de déranger. On a souvent une petite voix dans le fond de l'esprit qui nous dit « Oulala, arrête, tu vas harceler la personne, elle ne va jamais te répondre. » Oui, mais il faut 9 touches. Alors, comment fait-on ? C'est ça, voilà. C'est vraiment pas évident. Alors en fait, la technique, ça va être de structurer son approche commerciale.
Quand on a une, deux personnes à relancer, on peut se mettre des tâches à la main, hein, typiquement, de se dire, bah, tiens, tel jour, il faut que je relance telle personne, etc. Ça m'a l'air d'être l'horreur. Alors, il faut avoir une organisation quasi militaire. Mm. Pour certains, ça peut peut-être marcher. Je veux bien des conseils. D'ailleurs, je suis preneuse si ça fonctionne bien. Mais moi, je pense que ce qui fonctionne davantage, ça va être l'automatisation. Toutes ces tâches qui aujourd'hui sont chronophages, où c'est réellement compliqué, etc., autant automatiser ces tâches pour se concentrer sur notre réelle valeur ajoutée, c'est-à-dire quand on arrive à entrer en contact avec la personne qu'on essaye de joindre. Voilà. Donc là, Je pense que tu touches vraiment un point aussi, c'est que on n'embauche pas nos commerciaux parce qu'ils savent faire du storytelling par mail. Non. On les embauche parce que face aux clients, ils savent convaincre, ils savent traiter les objections, ils savent du closer métier, ouais. et ils savent qualifier aussi s'il faut investir de l'énergie sur Exactement. un prospect. Et donc leur dire, bah voilà, regarde, tu as une messagerie, tu as un téléphone, débrouille-toi et organise-toi à faire les C'est pas 8 évident. relances nécessaires. Bah, c'est dommage, c'est pas pour ça qu'on les paye. C'est pas évident. Non? Ouais, c'est ça. Puis ça risque de créer des frustrations pardon, au sein des équipes parce qu'on a l'impression d'être dans une situation d'échec quand on n'y arrive pas. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, on est vraiment sur des effets qui sont à double tranchant. C'est pas évident. Et alors, il y a quelque chose qui est vraiment parlant. Normalement, on doit avoir le reste, voilà, de la stat. En fait, on se rend compte que à partir du 5e email, voilà. C'est là vraiment qu'on a le plus de chances finalement de réussir. Non, ce qui est vraiment étonnant, moi je trouve dans ce graphe, c'est que on envoie un mail et on se dit je fais une relance, mais comme il m'a pas répondu au premier, Exactement. ma probabilité elle est faible. Et en fait, ce qu'on voit dans ton graphe, c'est que premier mail 19% de réponse, et quand on s'arrête là, bah, on a 19% de réponse. Exactement. Et quand on construit une story et on envoie le deuxième a encore 17%, 15%, 16%, en fait ça baisse quasiment pas. Mais quasiment pas. C'est ça qui est dingue en fait, c'est que ça vaut le coup. Si vous faites même si vous faites des séquences comme ça de 3 messages, bah, repensez-y, faites 4e, 5e, 6e, 7e, parce qu'on capte encore toute une partie de notre audience et c'est des réponses. Ouais. Exactement, et d'autant plus que si on s'arrête avant, tous les efforts qu'on aura mis finalement dans cette première, deuxième, troisième relance, tous ces efforts sont vains puisque le résultat sera rarement au rendez-vous, quoi. Donc, Ouais, faut c'est dommage s'accrocher. parce qu'effectivement on peut doubler, tripler Exactement. le volume de réponses sur le même prospect. Ouais. Faut bien le faire, on va pas leur envoyer un mail tous les 3 jours. Après, c'est toute la Alors savoir après, aussi faut être savoir respectueux mesurer, hein, ouais. et bien sûr ce qu'on va mettre dedans. Alors le deuxième graphe, parce que la question tout de suite quand tu m'as fait ce graphe, c'est je t'ai dit oui, mais est-ce que les 13% qui nous répondent au 7e email, c'est pour nous envoyer bouler? C'est ce qu'on pourrait imaginer. Et ça c'est intéressant, c'est que non seulement on sait qu'un tel il répond et il a répondu à tel taux, mais on sait aussi est-ce que la réponse elle est positive, c'est-à-dire réponse positive c'est OK pour un rendez-vous, la majorité, ou non mais il faut que vous parliez à Pierre par exemple, ou est-ce que c'est négatif, c'est ça ne m'intéresse pas monsieur ou mademoiselle, merci d'arrêter de me contacter. Et on voit que ce taux, donc 39% de réponses positives, 37, 33, 29, 25, 22, 30, on se rend compte que en fait ça baisse pas énormément. Bah ça, oui, puis ça peut même augmenter sur la 7e relance. Mais on tente la 8e relance ou pas, Oui, Nicolas? pourquoi on n'en fait pas 20? Pourquoi pas? Parce que tu voulais effectivement, tu es allé plus loin pour nous dire. Tu veux que je le fasse? Allez, Ouais. est-ce qu'on tente ce 8e email? Allez, on enlève les premiers. Eh ben, il est clair ce graphe. C'est que quand vous en êtes aujourd'hui. Alors, c'est amusant parce que ce chiffre-là, on l'avait fait déjà l'année dernière. Et l'année dernière, l'optimal, c'était vraiment, il fallait s'arrêter à 6. 6, ça commençait à devenir dangereux, c'est-à-dire les réponses commençaient à être vraiment négatives. Et là, on se rend compte que là, c'est le 8e. À la 8e relance, là, les gens vous répondent, il n'y a pas de débat. Vous avez 27% des gens qui vous répondent. Mais il n'y en a que 8% qui... Alors là, pour le coup, ça peut être assez violent. Donc, on est capable de mesurer un optimal. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas dépasser 7. Exactement. Voilà. Bien. Écoute, oh, j'adore cette image. Des leviers psychologiques et de comment on arrive justement. Allez, on fait de la persuasion. Bien, le graphique, alors les visions d'ensemble, c'est un peu ça l'idée, c'est on a vu, bon, on part sur des séquences, donc des engagements multi-touches avec du mail, du téléphone, du social, etc. Et dans l'ensemble, comment ça répond sur l'ensemble sur un prospect?
Et je te propose de commenter ces chiffres. Alors là, l'idée, c'est pas du tout de faire de l'autopromotion. Mais en revanche, comme toute la data qu'on vous propose provient de notre plateforme, on se rend compte que sur 100 mails envoyés, on a un taux de réponse, un taux d'ouverture. Pas sur 100 emails, sur 100 personnes. Sur 100, ouais, c'est ça. Sur 100 personnes. Oui, exactement, ouais. Non, puisqu'on ne va pas faire 100 emails pour la même personne, puisqu'à la 8e tentative... Non, on ne tente pas la 8e tentative. C'est très bizarre. Donc, sur 100 personnes contactées, finalement, 100 mails envoyés à 100 personnes différentes, on se rend compte que le taux d'ouverture est d'un peu plus de 65%. On devrait peut-être même pas dire taux d'ouverture, on devrait dire 65% des gens vont lire au moins un de vos messages. C'est ça. Et alors après, l'idée, ça va vraiment être de se dire sur ces 65% qui vont ouvrir le message, le mail, combien de réponses va-t-on avoir Donc là, franchement, le chiffre est quand même parlant. On est quasiment à 27% de taux de réponse. Et sur ces 27% de taux de réponse, le taux de réponse positive grimpe à 36%. Donc finalement, la tendance est quand même intéressante, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose... Ce qu'on peut dire, c'est parlant, il faut comparer avec les autres techniques, les autres approches de prospection qu'on peut avoir. Oui, on a vu de toute façon, si vous envoyez un email... Alors, on peut parler des bannières. Alors, on peut en parler. Les bannières de pub. Mais effectivement, c'est beaucoup plus élevé effectivement, que les autres approches de prospection, cold calling, etc. qu'on peut imaginer. Oui, et puis on s'est posé la question de l'évolution parce que notamment c'est notre métier et quand on en discutait, et je te disais Elodie, parce que je suis un peu plus âgé que toi, quand les premières bannières pubs sont arrivées sur internet, tu sais, ces bannières qui étaient atroces. Ouais, mais tu as de la mémoire, très bien. Il y avait plus de 90% des gens qui cliquaient sur la bannière. C'était complètement dingue. Et aujourd'hui, on est à 0,05%, je crois. Donc, toutes les approches vont avoir tendance à chuter et assez brutalement. Et donc, comme maintenant, ça fait 3-4 ans que sur le marché, les gens commencent à faire des séquences, on s'est vraiment posé la question de est-ce que ça s'écroule, comment c'était, etc. Et donc, aussi par souci d'honnêteté, quoi. Et on a regardé effectivement, par rapport à il y a 24 mois, comment ça a évolué. Et ben, les taux de lecture ont baissé un peu plus de 2%. Les taux de réponse, alors j'ai vérifié ce matin, c'est 27,1%. Quand on a fait ce graphe, on l'a préparé, c'était un peu plus d'un mois. Donc là, ça a bien remonté. Donc grosso modo, il n'y a pas de changement sur les taux de réponse sur 24 mois. Et on a une baisse qui est un peu plus significative sur le fait que les gens nous répondent de manière positive ou pas. Globalement, ça reste relatif. C'est une vraie surprise, c'est que ça se défend. C'est vraiment une technique qui pour l'instant se défend super bien. Modulo le fait que en qualité des messages, il y a vraiment une montée en gamme. Et quand on voit les messages qui étaient envoyés il y a 2 ans, je pense que l'empathie qu'on avait pour le prospect n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. La méthode vraiment d'écriture, c'est vraiment des compétences très particulières de savoir créer la curiosité, la rareté dans un message, paraître sympathique, paraître une figure d'autorité. La qualité des messages a vraiment, vraiment augmenté, ce qui permet peut-être effectivement, est-ce que c'est une explication du fait que cette technique de prospection se défend bien. Bien. Nous avons terminé. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer aux différentes questions qui, j'espère, n'ont pas manqué, pas mal de chiffres qui n'ont pas manqué de vous interroger. Voilà. Alors, la pâtisserie s'appelle le Jalebi. Ah, merci. Bravo. Merci, ok. Est-ce que tu veux lire les premières questions ? Continue à en poser, on va prendre une quinzaine de minutes. Pour ceux qui veulent nous quitter maintenant parce qu'ils doivent aller pour un rendez-vous, on vous enverra effectivement le replay et on vous enverra les slides. Et pour ceux qui restent avec nous, c'est un grand plaisir qu'on va pouvoir traiter vos questions en live. Alors là, on a une première question qui est assez intéressante. Vous parlez de storytelling, mais concrètement, quelle est la structure optimale du mail pour ne pas paraître trop commercial ? Alors c'est vrai que la question est un petit peu touchy parce que en fonction du contexte, en fonction de la personne adressée, etc., le message, le corps du mail va être différent. Mais typiquement, si je prends un exemple, souvent quand j'ai un prospect, par exemple au téléphone, pourquoi pas, on me propose d'envoyer une plaquette commerciale. Alors oui, une plaquette commerciale, c'est pas mal.
Sauf qu'en fait, envoyer une plaquette commerciale, ça donnerait peu de valeur ajoutée à ce que je propose, puisque en règle générale, l'idée, ça va vraiment être de venir s'adapter au contexte de la personne à laquelle on s'adresse. Donc le storytelling, en fait, si on parle de storytelling, l'objectif, ça va être de proposer de la valeur ajoutée, de proposer sa marque, de proposer son offre, ses services, mais sans envoyer une plaquette commerciale, quoi. Oui, L'idée, c'est de discuter, d'échanger, quoi. Il y a aussi cette question, moi je Ouais. pense que aussi derrière cette question, je me retrouve face à ma page blanche. Exactement. Je sais qu'il y a 3 choses qui intéressent mon prospect, moi. Et en même temps, j'ai un peu envie de lui parler de mon offre. Et effectivement, on a toujours cette peur de dire waouh, je veux pas trop me mettre en avant, je veux pas que ce soit trop C'est commercial difficile. parce qu'on en a marre de ces publicités ambiantes et qu'on essaye de nous vendre quelque chose. Et donc, il faut lui laisser aussi de l'autonomie. Alors, il y a plein de leviers psychologiques qu'on peut utiliser. Globalement, encore une fois, la démarche, c'est on va essayer de rentrer dans la vie de ce persona. Et celui qui est le DRH dans l'industrie, dans l'Auvergne, il a une vie et des ressorts psychologiques complètement différents du DRH d'une grande entreprise à Strasbourg. Ils ne fonctionnent pas de la même manière, typiquement. Et ensuite, on va essayer effectivement de créer une story. Là, on ne pouvait pas le faire sur les alibis, c'était vraiment quelque chose sur les statistiques. Je vous invite à regarder nos autres vidéos parce qu'on a parlé de ça justement, quels alibis, comment on va pouvoir construire justement une story et lui dire qu'effectivement, essayer de démontrer qu'on a beaucoup de choses à apporter dans cette conversation de qualification et qu'on n'est pas là pour essayer de lui fourguer un rendez-vous. Et ça, souvent, un message ne suffit pas. Donc, on va le faire en plusieurs étapes. Et puis, on va chercher Exactement. différents besoins. C'est-à-dire, souvent, notre offre, on sait que les points de douleur de notre prospect vont être parfois multiples. Il y en a 2, 3, 4. Faut Et les détecter. on va pas lui faire une liste à l'après-vert sur le premier message. Donc on dit, bah, voilà, j'ai parlé avec un tel, j'aimerais vous contacter. Et notamment pour aborder ce point-là en particulier, si la personne ne répond pas sur le deuxième, on peut, ou le troisième email, on peut justement essayer d'amener sur un autre point de douleur. On va essayer de chercher quelque chose qui va résonner chez lui. Et c'est un métier, mais encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Mais c'est suffisamment compliqué pour que chacun de nos clients, pour chacun des gens avec qui on va travailler, on va toujours leur faire au moins une séquence vraiment très professionnelle et essayer de leur transmettre. C'est vraiment très malin parce que c'est un peu plus compliqué. Vous avez celle où au contraire sur le deuxième vous allez lui donner quelque chose, soit parce que vous lui proposez de le mettre en relation avec un de ses pairs, soit parce que vous avez... Il y en a plein d'autres questions. Comment mixer habilement mail et téléphone? Et oui. Alors là, c'est pas évident de répondre. Je dirais que dans l'idée, par exemple, on parle souvent de cold calling. On peut en parler. Pourquoi pas? On peut en parler et on connaît les taux. Alors ouais, quand on voulait comparer les taux, cold calling, c'est vous avez 100 personnes, vous essayez de les appeler, vous en aurez 10%, et là-dedans, il y en a 10% qui accepteront de vous écouter. Vous êtes quand même sur le 10% de 10%, Exactement. ce qui C'est pas mathématiquement donne 1%. Donc c'est quand même très très difficile. Donc on cherche à faire du warm calling. Alors soit vous avez des flux de gens qui s'intéressent à vous, Ouais, de l'inbound. de l'inbound, et vous allez travailler ça, et ça demande quand même de s'organiser, mais voilà. Soit en fait ce que vous faites c'est que vous envoyez un premier message, souvent c'est ça, et ensuite on va voir si la personne ouvre, clique, forward le message, etc. Si elle interagit, si elle va sur votre site. Bon, bah, dans l'application il y a un scoring qui se fait, donc vous savez que la personne est chaude, et même si elle vous a pas répondu, eh ben, vous décrochez votre téléphone et vous y allez, quoi. Ouais. Voilà, donc vous pouvez mixer de cette manière là, ou après vous voulez dire moi je veux que tous mes commerciaux, à chaque fois qu'il y a des emails qui sont envoyés, tous les gens soient appelés. C'est une culture d'entreprise aussi, hein. Nous, on est plutôt effectivement sur le warm calling systématique, sur les gens qui ont marqué un intérêt. Voilà. En fait, l'idée au travers de tout ça, c'est peut-être d'éduquer finalement la base de prospects, le nurturer par mail. Et à partir du moment où on jauge, parce que si on n'a pas de scoring de lead finalement, à partir du moment où on jauge que bon, là on a transmis pas mal d'éléments, on a pas mal éduqué notre prospect, etc. À ce moment-là, on peut commencer à appeler. Moi, c'est ce que je préconise. Voilà. Ok. Les taux de réponse sont basés sur combien de personnes prospectées? Bah, là, c'est sur les 300 000 personnes qui ont été prospectées par un peu plus de 10 000 commerciaux. Les visuels ont-ils un impact sur la qualité du message? Ah, est-ce que vous faites un visuel, par exemple, bon, moi je suis pas grand fan du GIF animé, parce qu'en fait, si vous parlez à un décideur, vous avez besoin aussi d'installer une autorité qui se dit je vais gagner quelque chose.
Alors, encore une fois, ça s'est beaucoup fait. Nous, on n'a pas trop fait ça avec nos clients. Et je pense que faut jamais oublier que la personne derrière va devoir essayer d'installer et d'apporter de la valeur au prospect. Donc, s'il a cliqué sur, il vous a répondu parce que vous avez l'air sympathique, vous avez fait rire avec une photo d'hippopotame, derrière, vous allez ramer au téléphone. Ça va être quand même, compliqué d'instaurer l'autorité. Ouais, exactement. Quel impact quand on ajoute sa photo dans la signature? Alors, on avait fait une petite vidéo, ça on pourra vous l'envoyer, je répondrai peut-être dans le chat, et avec toutes les statistiques sur les signatures. Globalement, si vous pouvez plutôt mettre une photo. Mais ça peut être pas mal parce qu'on a l'impression qu'on connaît un petit peu la personne à laquelle on va s'adresser si on répond, quoi. Ouais. Ça peut être pas mal. Est-ce qu'il faut complètement abandonner le cold call? Ça dépend. Alors, malheureusement, vous n'aimez pas ce type de réponse, du contexte, ouais. Si vous attaquez les directions marketing pour vendre la énième solution de data analytics, ouais, faut oublier, à mon avis. Maintenant, moi j'ai toujours cet exemple en tête. On a un client qui vend une solution pour la TVA et il vend ça à des responsables de TVA. Et les mecs, ils sont toujours derrière leur téléphone, enfin, ils sont toujours à leur bureau. C'est un job de back-office. Il n'y a personne qui les appelle. Donc, voilà. Donc là, ça fonctionne hyper bien. Il faut vraiment réussir à comprendre sa cible pour savoir si le cold call marche. On peut penser également aux artisans. Parfois, les artisans sont beaucoup sollicités, ils sont beaucoup en extérieur, etc. C'est pas forcément évident de les avoir au téléphone. Peut-être qu'un mail, dans un premier temps, ce serait un bon premier contact. Bon, ça dépend. Question 8. Quel stade sur l'utilisation des emojis sur les objets preview d'email? C'est très utilisé en marketing. Tout ce qui va être très utilisé aujourd'hui dans des newsletters de marketing, ça va être déconseillé pour de la prise de prospection parce qu'il faut se différencier immédiatement de toute prospection de masse. Exactement. Voilà. L'écran frise de temps en temps. Oui, je sais qu'il frise de temps en temps. Dans le premier mail d'une séquence. Pardon, excuse-moi, tu voulais poser la question? Vas-y. Allons-y. Dans le premier mail d'une séquence, faut-il vendre un rendez-vous ou exposer nos services? Alors là, je pense qu'on y a un petit peu répondu. Je pense qu'envoyer une plaquette commerciale, ça a peu de sens. Essayer de proposer un rendez-vous pour discuter un petit peu de ce qu'on peut proposer, voir si éventuellement on a quelques clés à apporter à l'entreprise en question qu'on cible, ça peut être beaucoup plus pertinent. En fait, le commercial, il a plein d'armes. Oui, encore une fois, il y a plein de contextes chez votre client, il y a plusieurs points de douleur et il va orienter son message. Donc si vous dites « je fais ça », le gars en face qui va recevoir, ou le décideur qui reçoit, il dit « non, ça ne m'intéresse pas ». Donc plus vous en dites, moins vous aurez de rendez-vous, c'est normal. En fait, ce que vous voulez surtout, c'est juste avoir cette connexion qui vous permettra de qualifier, d'être souple, agile et de pouvoir aller le convaincre sur peut-être complètement autre chose de ce que vous aviez en tête. Puis peut-être même qu'il n'avait même pas compris le sens initial. Donc, et en plus, souvent, il interprète les mots que vous utilisez de manière différente. Donc, en fait, moins vous en dites, mieux c'est. Wow, on a fait de la stéréo. On a fait stéréo. Alors, comment structurer ces relances et à quelle fréquence les envoyer et continuer à intéresser notre prospect? C'est sûr que même si vous démarrez avec entre le premier et le deuxième, vous mettez 3-4 jours, on a fait des analyses là-dessus en interne, donc là ce serait un peu long, puis ça dépend des gens, il y a des gens qui acceptent plus facilement la pression que d'autres. Après, si vous êtes au 5e mail et que vous avez fait une semaine entre chaque mail, il y a un moment où vous pouvez, c'est humain quoi, c'est du bon sens, évidemment que c'est agaçant. En revanche, mettre parfois 20 jours, un mois, revenir et dire j'avais essayé de vous joindre le mois dernier, c'était peut-être pas le bon moment, est-ce que maintenant c'est le bon moment? Et vous allez avoir votre taux de réponse qui va grimper. Le problème, c'est qu'on est impatient, qu'on veut faire son quota et qu'on se dit ah je vais et il faut aussi c'est toute la difficulté de l'empathie de se mettre à la place de celui qui reçoit les messages et qui a plein d'autres problèmes à gérer dans sa boîte et vous n'êtes pas sa priorité. Voilà. Est-il utile de relancer un prospect par téléphone après 5 ou 7 emails? Quel est le taux de positif? Je ne sais pas si tu l'as en tête. Alors, le taux de positif, je ne vais pas pouvoir vous le donner. Ouais. Là, en plus, c'est un peu précis. Est-il utile de relancer un prospect? S'il a interagi avec aucun de vos emails, qu'il les a juste ouverts, évidemment que non, parce qu'a priori, c'est que ça ne l'intéresse pas.
Est-ce que cela a du sens de piocher le N-1 de notre Alors, cible? ouais. Si vous aimez vraiment les approches bottom-up très compliquées pour essayer de remonter Ouais, aux le problème, décideurs, ouais, c'est ça. Ça va être le cercle après de décision, enfin tout le cycle pour remonter tout ça, tisser sa toile, etc. Dans l'ensemble des services, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Autant aller sur le haut du panier avant de descendre sur le c'est plus long, N-1, plus quoi. compliqué. Il y a une Ouais, manière de le faire. Si vous savez facilement remonter d'un N-1 à une cible, vous avez l'argument, la question c'est qui ça. tue. Vous pouvez le faire, oui, parce qu'ils sont peut-être un peu plus joignables, mais c'est pas toujours le cas. On voit des PDG où tout le monde se dit ah les PDG ça va être super dur de les joindre, puis quand on voit les stats en fait c'est pas si dur. C'est Voilà. ça. Que pensez-vous des liens hypertextes dans les emails? Alors juste, les liens hypertextes sont des call to action. Mhm. Hein, vous savez, on dit toujours, il y a une règle en marketing et en communication, on ne demande qu'une seule chose à la fois à quelqu'un. Donc, si on lui met un lien, c'est pour qu'il clique dessus. Ça veut dire que ça sert à rien de mettre un lien et ensuite dire, est-ce qu'on pourrait prendre Exactement. 10 minutes? Donc, soit vous lui envoyez un article et vous lui dites bonne lecture, bonne journée monsieur, soit vous lui demandez un rendez-vous, mais faites pas les deux. Donc généralement, quand vous mettez un lien, bah, le taux de clic est super fort, mais le taux de réponse est plus faible. C'est au Exactement. mail suivant qu'éventuellement la personne a envie de vous rendre service parce que vous lui avez partagé quelque chose d'intéressant. Alors là, celle-là, elle est intéressante, cette question. Peut-on attaquer plusieurs personnes dans la même société? Ça reprend un petit peu ce qu'on vient de dire, mais ça, encore une fois, ça va dépendre de la structure de l'entreprise. Je pense parfois aux grands comptes. Les grands comptes, quand on est sur un décideur qui est vraiment compliqué à joindre, on peut essayer voilà, d'essayer d'attaquer d'autres personas. En revanche, il va falloir adapter son message parce qu'on ne va pas s'adresser pardon, à un directeur marketing de la même manière qu'à un directeur de la communication ou qu'à un DSI. Il va vraiment falloir réussir à réadapter encore son discours. Puis il ne faut pas oublier que les gens parlent entre eux. En Et fait. ça risque d'être... Et ouais. notamment sur de la PME, en fait, si vous écrivez à une personne et à Ah l'autre, bah là, la et qu'elles PME, sont, non, elles sont probablement dans le même bureau. Et, ouais. et là, par contre, le retour peut être, c'est un retour de flamme. Après, si vous attaquez, je sais pas, vous avez déjà un compte, vous avez un DSI, un projet chez un DSI à la BNP, vous dites, oh, il y a 500 DSI à la BNP. Bah oui, vous allez vous servir de cette Ouais, histoire, ouais. de ce que vous avez fait. Mm. Après, vous n'allez pas les attaquer en masse sur un mois. Donc évidemment, parce que même s'ils sont dans des sites différents, les choses peuvent tourner. Donc vous allez étaler sur une stratégie de 4 ou 5 mois pour ce compte-là. Mhm. Donc, attaquer tous en parallèle. Pas oublier que les emails, les messages, ça tourne. Voilà. Alors, Est-ce gênant d'avoir plusieurs call to action dans un seul email? On vient d'y répondre. Oui, c'est gênant. et comment ça être très Ah, d'accompagne? ok. Comment SideTrade accompagne dans l'écriture des séquences de prospection? Je vais faire très court. Euh, qui on veut démarcher? Premier travail. Donc il y a tout un aspect, qu'est-ce qu'on dit de lui dans la machine à café, qu'est-ce qui l'empêche de dormir le soir. On essaie de comprendre vraiment ses angoisses, ses leviers, ses priorités. Donc il y a un vrai travail de persona pour essayer d'en comprendre justement ses peurs, les leviers psychologiques qui vont bien marcher avec lui. C'est la première chose. Et ensuite, quels sont les besoins auxquels on s'adresse et sur lesquels on va pouvoir jouer. Il y en a souvent plusieurs. Et puis ensuite, on part en mode rédaction, une fois qu'on a ça, avec quelqu'un qui effectivement sait prendre toute cette masse d'informations et dire ok, voilà comment je vais créer ma story, voilà comment je vais créer ma séquence. Et puis ensuite, elle est testée, elle marche, c'est itératif, on revient, on teste autre chose. C'est aussi selon la segmentation qu'on a pu faire en amont. Donc vous avez une stratégie d'attaque d'un marché. Vous n'attaquez pas forcément tous ces types de boîtes entre 50 et 250 personnes. Vous essayez d'être plus fin, de dire oui, mais ok, je veux des gens qui ont tel ou tel critère. Donc il y a tout un ensemble de filtres. Il y a plus de 400 filtres qui vous permettent de bien segmenter et dire je vais attaquer de différentes manières. Et donc, on va créer des scénarios pour des séquences pour ces différentes approches. Et puis, ça se teste. Et à la fin, personne n'a raison. Il n'y a que les chiffres qui ont raison. C'est ça. Voilà. Et c'est itératif pour être sûr qu'on essaye d'atteindre les résultats optimaux. Et l'objectif de cette formation, finalement, c'est vraiment qu'on soit sur un transfert de compétences. Voilà, au-delà de... Voilà. C'est c'est soit on fait effectivement pour le Exactement. prospect, soit on fait des journées de formation où on va Ouais. essayer Ça d'expliquer dépend. toute cette méthodologie pour que l'entreprise puisse le faire en interne si elle le souhaite après. Voilà. Elodie, nous avons fait le tour, on a eu beaucoup de questions, c'était chouette. Merci beaucoup. Je sais que l'écran frisait de temps en temps et que c'était désagréable.
Et je vais enquêter pour savoir pourquoi techniquement il y a eu un souci sur le réseau. Et on vous souhaite presque un bon appétit. Si, il est 11h50. Oui, un bon appétit. Voilà. Vous souhaite une belle journée en tout cas. Excellente journée à vous et à très bientôt du coup. Au revoir.